Bonjour, monsieur Kipré. Bon, je suis la sœur Marie-Flora Klena, sœur de la Charité Notre-Dame de Rome. Je suis à Besseti, dans la circonscription de Sikensi, département de la Nibitiassa, où nous nous occupons des enfants en situation de handicap. Et je suis heureuse ce matin ou cet après-midi de vous recevoir. Le centre que nous voyons, c'est lequel? Le centre qui est juste en face de nous, c'est la salle de jeu des enfants en situation de handicap. Et en face, ça c'est le dortoir. Le dortoir est composé de dortoirs filles et de dortoirs garçons. La période qui est là, c'est la période où nous recevons les parents et puis d'éventuels invités qui viennent pour visiter le centre. Nous allons aller tout à l'heure visiter, mais présentez-nous un peu le centre et puis l'objectif que vous recherchez. Bon, notre objectif, c'est, de façon globale, c'est de s'occuper des enfants en situation de handicap. Mais les enfants malentendants et ceux d'handicap peut-être divers, selon les possibilités, parce qu'on ne peut pas recevoir tous les enfants. Donc, à notre niveau, nous avons les enfants malentendants. D'abord, c'est une priorité pour nous, les enfants malentendants. Et après les enfants malentendants, nous avons les enfants, les handicapés sensoriels. Donc, dans les handicapés sensoriels, on peut avoir les trisomiques, les IMC. Donc, les enfants sous-muets, ce sont des enfants qui ont des problèmes d'oreille, qui n'arrivent pas à entendre et qui ne parlent pas. Les causes sont diverses. Généralement, c'est au niveau de la naissance. Dans le carnet de santé, il y a déjà des signes qui montrent que cet enfant à la langue ne va pas parler ou bien qu'il ne va pas entendre. Mais les enfants, les parents ne sachant pas, ils ne prennent pas soin de voir dès le bas âge si l'enfant a quelques difficultés. Donc c'est au fur et à mesure que l'enfant grandit qu'on se rend compte qu'il a des difficultés de parler ou bien il a des difficultés d'entendre. Donc à ce moment-là, pour pouvoir savoir réellement si l'enfant ne va pas parler ou bien s'il ne va pas entendre, on effectue un examen qu'on appelle l'audiogramme. Donc c'est l'audiogramme qui va nous permettre de savoir réellement si cet enfant peut entendre ou s'il peut parler. Donc ce sont comment savoir qu'un enfant sera malentendant ou bien ne va pas parler? Bon, il faut dire qu'il y a d'abord deux causes. La première, c'est qu'il y a une cause génétique. Donc d'une transmission mère-enfant, papa-maman. Si le papa ne parle pas ou bien si la maman d'abord ne parle pas, il y a déjà des prédispositions pour ces enfants qui vont naître de ces foyers-là. Il y a une prédisposition. Donc en ce moment, il faut déjà s'entendre à des enfants qui ne vont pas parler. Voilà, les enfants peuvent parler comme peuvent ne pas parler. Mais d'abord, à ce niveau-là, il y a une transmission génétique déjà. Maintenant, le deuxième volet, c'est qu'il peut y avoir au cours de l'évolution même de la grossesse, déjà des germes qui montrent que cet enfant-là, à la naissance ou bien pendant son existence terrestre, ne va pas parler. Quand l'enfant, à partir de 1 mois, 2 mois, déjà, quand tu fais un bruit, l'enfant doit réagir. Un bébé, il doit réagir. Mais si un bébé, il est là, on fait du bruit autour de lui et puis il ne réagit pas, déjà, ça doit poser question aux parents. Même quand tu laves un enfant, que par inattention, tu le tapes, l'enfant doit pleurer. Généralement, ces enfants-là, ils ne pleurent pas. Ils ne pleurent pas, ils ne pleurent pas assez. Donc, quand un enfant ne pleure pas assez, déjà, il faut se poser la question. Sinon, un enfant, d'abord même quand l'enfant naît, il faut qu'il crie. Et c'est le cri qui fait qu'on dit l'enfant, il est viable. Mais si à la naissance, déjà, l'enfant n'a pas crié, il y a un problème. Donc déjà, les parents, la maman surtout, à la naissance, elle doit s'assurer que son enfant a poussé ce cri. Si le cri n'a pas été mis dans le carnet, il faut qu'elle cherche à rencontrer la sage-femme pour savoir réellement. Généralement, c'est les complications d'accouchement qui peuvent provoquer ce genre de choses. L'enfant naît et puis il ne crie pas. Donc déjà, c'est qu'il y a un problème. Donc avec le temps, il faut pouvoir remédier à cela. Donc un enfant qui est là, le matin, il se lève, il ne pleure pas, il ne fait rien. Déjà, ça peut poser question aux parents.
Ça, c'est d'abord un préalable. Et puis à partir de 2 mois, 3 mois, 4 mois, l'enfant il ne peut pas dire, il ne peut pas crier ou bien il ne peut pas faire, il ne rit pas. Bon, ça, ce sont des petits signes qui doivent poser question aux parents et puis déjà chercher à rencontrer des spécialistes pour faire des examens approfondis pour voir si réellement il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'enfant. Parce que nous, on n'a pas cette capacité, on n'est pas des spécialistes à ce niveau-là pour savoir si l'enfant va entendre ou si l'enfant n'en entend pas. C'est quand le médecin qui est spécialiste atteste que cet enfant ne va plus parler ou bien qu'il ne parle pas, c'est en ce moment-là qu'on nous apporte cet enfant. Et comme il y a une école qui leur permet d'apprendre les signes, le langage gestuel, donc on donne la possibilité à cet enfant-là de pouvoir communiquer avec les autres dans l'avenir, quand il sera dans la vie active. Voilà, donc c'est ce qu'on peut, c'est ce qu'on apporte à ces enfants qui ne peuvent pas parler et qui n'entendent pas. Nous sommes dans l'enceinte du centre qu'on appelle Foyer Sainte-Claire, le nom c'est ça. C'est ce foyer qui accueille ces enfants qui sont en situation de handicap. Donc quand ils arrivent ici, on a en face de nous le dortoir, qui est composé de dortoir filles et le dortoir garçons. Cette salle-là, ce bâtiment, c'est la période d'accueil où on accueille les parents qui viennent voir leurs enfants et la salle de jeu. Les parents ont droit de venir ici comme une fois? Oui. Autant de fois qu'ils veulent. Autant de fois. Mais ça dépend puisqu'il y a des enfants, en voyant les parents, ils ne peuvent pas faire de progrès. Donc à ce niveau-là, c'est les parents qui doivent savoir mesurer leur visite. Pour que l'enfant puisse vraiment acquérir une certaine autonomie. Parce que c'est ce que nous recherchons ici, c'est l'autonomie de l'enfant. Donc plus de visites, si ça peut permettre à l'enfant d'acquérir une autonomie, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit que les visites entravent l'autonomie de l'enfant, on est à mesure de faire comprendre aux parents que bon, vraiment, on est désolé, mais bon. Sinon, dans le cas contraire, il n'y a pas de limite. Ils peuvent venir autant qu'ils veulent. Vous accueillez les enfants de quel âge ici? Bon, au niveau des enfants malentendants, donc les sourds-muets, c'est du CP1 au CM2. Mais vous savez que les enfants déjà, au niveau de l'école normale, on accueille les enfants à partir de 7 ans, 6 ans, certains. Mais c'est un peu délicat parce que déjà ces enfants-là, du point de vue physique, ils ont déjà un retard. Donc quand on prend un enfant à partir de 6 ans, 7 ans au CP1 pour un sourd-muet, c'est difficile. Parce que puisque c'est le langage gestuel, c'est difficile de pouvoir évoluer. Donc on préfère vraiment que l'enfant ait 7 ans ou 8 ans pour le CP1. C'est vrai qu'ils vont dire que l'âge est un peu avancé, mais déjà l'enfant a un retard. L'enfant qui a 7 ans, c'est comme si c'est maintenant il va avoir 5 ans ou 6 ans, du point de vue normal. Donc quand il a 7 ans, 8 ans, on pense que bon, il peut quand même faire quelque chose. Mais ça dépend. Il y a des enfants qui ont 7 ans, bien qui ont 5 ans, 6 ans, et qui sont éveillés, qui peuvent apprendre. Bon. Votre école est reconnue par l'État? Oui, c'est reconnu par l'État. Depuis 2000. Depuis 2000, mais avant ça, il y a depuis 98, 99, les soeurs ont commencé vraiment avec un projet pilote. Un projet où elles gardaient les enfants, elles essayaient de leur apprendre un peu les jeux. Bon, c'était comme ça avait commencé. Mais véritablement, à partir de 2000, l'école a été reconnue au niveau de l'État. Donc, on a des accords avec l'État au niveau de l'école. On rappelle l'âge des enfants, de 0 à quel âge? Bon, donc, par rapport aux sourds-muets, on peut faire de 7 ans jusqu'à 14, 15 ans maximum. Donc si vous avez un enfant de 8 ans, on peut vous solliciter? Oui. D'accord. Oui. Ok. Oui, nous avons un éducateur spécialisé qui est là en permanence pour aider les enfants dans leur croissance et pour l'acquisition de leur autonomie. Vous fonctionnez comme une école privée? Oui, nous fonctionnons comme une école privée, mais nous avons un accord avec l'État, donc de ce point de vue-là, nous avons des éducateurs spécialisés et nous avons des maîtres que nous-mêmes nous avons formés. Voilà. D'accord. Donc il y a 3 sortes d'enseignants.
enseignants de l'éducation nationale, les enseignants de l'éducation spécialisée, et puis les enseignants que nous-mêmes nous avons optés, que nous Donc, faisons. quand les enfants viennent ici, il y a une école. Il y a une école. Donc dans cette école, du CP1 au CM2, c'est les sous-niveaux, donc les enfants malentendants. Et on a 3 petites classes de la maternelle pour accueillir les autres handicaps, dont les handicapés sensoriels, en entendant les IMC, les trisomiques, voilà. Donc ceux-là. Okay. Donc il y a 3 tout âge, petites hein? classes. Mais Pas les plus âgés. pas les plus âgés, parce que vous voyez, quand l'enfant est âgé, c'est un peu difficile de son insertion. Donc on voudrait, parce que ce que nous recherchons, c'est l'autonomie de l'enfant. Donc si l'enfant déjà arrive, c'est vrai qu'il est handicapé, mais s'il a déjà une certaine autonomie, on ne peut pas l'accepter. S'il arrive à se laver, il arrive à se brosser, il arrive à aller aux toilettes lui-même sans l'apport de quelqu'un, on ne peut pas accueillir cet enfant parce que c'est ce que nous recherchons. Mais s'il a déjà toutes ces acquisitions, on préfère ne pas le prendre. Mais s'il est malentendant, bien qu'il ait toutes ses capacités, on le prend parce qu'il doit apprendre le langage gestuel pour lui permettre de pouvoir communiquer et puis d'avancer dans sa vie civile. Et puis bon, pourquoi pas peut-être insérer la vie professionnelle un jour. D'accord, on va aller voir les docteurs. Si on n'a plus rien à dire ici. Sinon, c'est les placards, les jeux qui sont là, comme je vous dis, c'est fermé. C'est fermé, D'accord. d'accord. On ne peut pas laisser les jeux dehors. Parce qu'ils aiment toucher à tout. Oui, bien sûr. La curiosité. Ils sont très curieux. Les enfants sensoriels, c'est généralement ce qu'on appelle les enfants IMC. IMC, ça veut dire quoi? Infirmité motrice et cérébrale. Ah non, nous on ne connaît pas ça. Infirmité motrice et cérébrale. D'accord, les handicapés. Ils n'arrivent pas à marcher, à faire des gestes. Ils ne peuvent pas faire des gestes, ça dépend. Il peut marcher et puis du point de vue intellectuel, il a un retard. Voilà, c'est tout ça parce que c'est délicat à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Donc il peut bien marcher et puis au niveau de sa capacité intellectuelle, il peut avoir un retard. Donc c'est tout cela qu'on met dans handicapés sensoriels. D'accord. C'est-à-dire que les sens, quoi. Non, c'est pas enfant serpent. Non, c'est pas enfant serpent. L'enfant serpent n'existe pas. Dans votre langage? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. C'est pas un enfant serpent, c'est seulement un enfant qui a perdu une certaine motricité, c'est tout. Donc avec certaines rééducation, il peut acquérir une certaine capacité. Mais bon, de fois, effectivement, si l'handicap est très profond, il peut ne pas acquérir ça. D'accord. Voilà. Et la tante Cécile. Bonjour. Bonjour. Qui nous aide ici dans l'éducation des enfants. Des enfants, voilà. D'accord. Elle est du côté des garçons. Ok. Là, on va vers les dortoirs maintenant. Et on va vers les dortoirs. Quelle capacité d'accueil? Bon, la capacité d'accueil, une cinquantaine. Hein. Une cinquantaine pour les filles ou bien les deux? Pour les filles, pour les deux. Pour les deux. 25. Mais actuellement, tout est plein? Tous les lits sont occupés? Non, tous les lits ne sont pas occupés. Cette année, nous avons eu 50, je crois, 40, 49, je crois. 50. Oui. Pour les deux? Pour les deux. D'accord. Les deux gens. Autour de 40, 48, quelque chose comme ça. Vous avez des difficultés à faire le plein? Bon, les difficultés... Comment est-ce que les enfants viennent? Ce sont les parents qui les envoient ou c'est l'État qui vous les envoie? Généralement, ce sont les parents eux-mêmes. Ce sont les parents qui envoient les enfants, souvent par intermédiaire des institutions, puisque nous collaborons avec certaines institutions comme Sainte-Madeleine, le BICE. Donc ça dépend. Quand souvent ils ont des cas qui ne sont pas à leur niveau, ils proposent, comme nous aussi, si nous avons des cas qui ne sont pas à notre niveau, on propose. Donc entre nous, il y a cet échange-là qui se passe. Si un enfant vient ici, il a peut-être 5 ans, il a combien d'années pour sortir d'ici? Bon, année, c'est un peu trop dit, mais ça va dépendre aussi de l'évolution de l'enfant. Parce que chaque enfant a sa façon de réagir. En une année, l'enfant peut acquérir
une certaine autonomie. Mais il y a d'autres aussi, il peut ne pas acquérir en une année. Il y a d'autres qui arrivent ici, ne peuvent même pas marcher. Donc en une année, ce n'est pas possible. Soit 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais pour un enfant malentendant précisément qui arrive ici, qui n'entend pas, qui a des difficultés de parler pour le langage gestuel, il a le CP1 jusqu'au CM2. Parce qu'on leur propose, on leur donne cette possibilité d'aller à l'école juste pour avoir leur entrée en 6e. Donc chaque année, après le CM2, il y a des places qui se vident? Oui. D'accord. Dans cette année, par exemple, nous avons 4 qui sont au CM2. Au CM2. Donc il y a 4 places disponibles? Il y a 4 places disponibles. Ok. Et un peu plus d'ailleurs parce qu'il y a certains qui vont partir. D'accord. Il y a certains qui vont partir. Mais déjà, les 4 qui sont au CM2, on s'est dit que bon, ils vont avoir leur entrée 6e, ils vont partir. Ah oui, et à l'examen, ils se comportent comment habituellement? Ils se comportent bien. Les années, l'année d'avant, pas l'année, il y a 2 ans, on a fait 100%. L'année dernière, on aurait pu faire les 100%, mais il y a eu 2 qui n'ont pas composé. Il y a un qui n'a pas composé du tout, et puis il y a un qui a eu vraiment la trouille, donc il n'a rien fait. Wow. Donc sur les 5, il y a eu 3 à 10 000, puis les 2, un qui n'a pas composé, puis l'autre qui a eu la trouille, donc n'a pas. Donc là, nous avons aussi un internat de filles du CP1 au CM2 qui sont accueillis par l'école Paul Ray. Donc elles logent ici et puis elles vont à l'école Paul Ray, l'école catholique. La capacité d'accueil? Bon, là aussi, ça tourne autour de 50, 50, 55 maximum. D'accord. Et quand les enfants viennent ici, là, ils sont livrés à eux-mêmes ou bien l'encadrement? Il y a une sœur qui s'occupe de l'encadrement avec 2 tantis qui l'aident dans sa tâche. D'accord. Elles ne sont pas livrées à elles-mêmes. Elles aussi, elles ont un dortoir, elles ont leur salle d'études. Ça, c'est leur salle d'études qui est là. Ça, c'est la salle d'études. La paillote, c'est aussi là qu'elles font les études depuis le dortoir, le réfectoire. Puis il y a la cuisine aussi. Donc, le cadre est vraiment accueillant, reposant, tout ça? Oui, il n'y a pas de bruit. Bon, on pense que le cadre est beau puisque il n'y a pas vraiment de bruit. Et puis, pour des parents qui voudraient que leurs enfants travaillent, je pense que c'est un cadre qui est idéal pour eux. C'est pas loin de leur école, elles n'ont pas à traverser la rue pour être confrontées aux incidents et autres. D'où viennent les enfants que vous encadrez ici? Les parents sont où, à Abidjan ou à Bissédi? Généralement, au niveau de l'internat, les enfants viennent plus d'Abidjan. Il y a beaucoup qui viennent d'Abidjan et puis quelques-uns de l'intérieur. Mais au niveau du foyer, les enfants viennent plus de l'intérieur que d'Abidjan. Il y a beaucoup qui viennent de Korogo, du nord en fait. Du nord. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent du nord. Donc ce qui fait qu'on a cette difficulté. Pendant les congés, Noël, Pâques, les enfants ne vont pas. Ils restent ici jusqu'aux grandes vacances. Donc ce que vous avez vu dans le dortoir, c'est en principe on devait avoir 4 personnes là. Mais tout le reste, là, ce sont des enfants qui sont au nord et comme ils sont en groupe, on attend que le groupe soit effectif pour le convoyer. Quels sont les besoins de votre institut, de l'école? Les besoins sont énormes parce que d'abord, le premier besoin, c'est le besoin vital. Donc, parlons des besoins vitaux, c'est la nourriture. Parce qu'il faut que les enfants mangent. Il faut que les enfants mangent et tous nous savons qu'aujourd'hui, la vie, le marché est devenu cher. Tu payes un sac de riz à 22 000, ça ne peut même pas te faire le mois. Est-ce que vos prix sont sociaux? Parce que les parents qui déposent leurs enfants... Bon, c'est à ce niveau que vraiment nous, parce qu'avant, on avait quand même une prise en charge. La Fondation Liliane aidait pour certains enfants. Donc, ça pouvait nous aider à aider aussi les parents. Puisque dans cette prise en charge, les parents avaient leur contribution et le reste, c'était la Fondation Liliane qui prenait. Mais aujourd'hui, la Fondation Liliane n'est pas là. On est obligé c'est les parents qui prennent la charge. Donc, la pension s'élève à 320 000 pour l'année. D'accord. Et c'est pas suffisant en termes de... En termes de... Si on veut être vraiment rigoureux, c'est pas suffisant parce que il faut dire que cette année, c'est une année d'expérience.
Les années passées, il y avait la Fondation Liliane et puis on avait une sœur qui aidait beaucoup pour les besoins, mais elle est partie. Bon, heureusement qu'avant qu'elle ne parte, nous avons déjà bénéficié de ces dons. Donc, c'est avec ce don-là que nous avons roulé, nous avons fonctionné cette année. Et puis, avec l'école qui a été prolongée d'1 mois, nous avons eu 1 mois de dépenses qui n'étaient même pas prévues. Parce qu'en principe, les enfants devaient partir à la fin du mois de mai. Mais nous sommes encore là avec les enfants. Parce que ce n'est que la semaine passée que les autres ont composé. Et ceux-là vont composer le premier. Donc c'est ne qu'après le premier que nous pourrons vraiment évaluer la situation et puis voir si du point de vue financier, nous n'avons pas débordé ou bien. Parce que là, c'est difficile. C'est difficile. Super. Mais ce qui nous aide un peu, c'est qu'il y a quand même des particuliers qui font des dons. Il y a aussi des institutions qui font des dons. Donc on tient... Quand on dit dons, vous voulez des dons en quoi? Des dons en nature. Des dons en nature. En vivre, savon, huile. Il y a même cette année... Si mon enfant n'est pas ici, il peut me faire des dons? Oui, bien sûr. Il y a l'école, tout le corps enseignant du diocèse de Yopougon, qui est venu la maternelle. Toutes les classes maternelles de Yopougon, du diocèse de Yopougon, ont fait un don ici, ils ont fait une visite ici. Donc les maîtresses accompagnées des directrices, comment on appelle ça, l'inspecteur et autres, ils sont venus, ils ont fait un don. Ils sont venus avec les enfants. Ils nous ont fait des dons en savon, huile, le riz. Vraiment, ça a aidé. En dehors de ça, il y a eu aussi le Mont Légion, même du diocèse encore de Yopougon, qui est venu ici pour faire des dons. Il y a l'église adventiste de Sikensi qui est venue ici, qui a fait des dons. Donc, c'est vraiment ces dons-là qui nous aident à maintenir le cap. Sinon, si c'était la subvention même, la subvention, c'est vrai. S'il fallait compter que sur la subvention? Que sur la subvention, on n'allait pas pouvoir s'en sortir. Parce que la subvention, on reçoit certes une petite subvention de l'État. On ne peut pas négliger, c'est vrai, c'est petit, mais si l'État pouvait améliorer, puisque ce que nous faisons, je pense que c'est le travail, une partie du travail que l'État devait faire, que nous sommes en train de faire. Donc l'État, on souhaite que l'État nous aide encore un peu plus. Parce qu'au niveau des enfants sensoriels que nous prenons, il n'y a pas vraiment de... Il nous faut des éducateurs spécialisés à ce niveau-là pour encadrer les enfants au niveau de l'école. Les maîtres d'éducation nationale n'ont pas cette capacité-là de s'occuper d'un enfant prisonnier. D'accord. Donc il vous faut aussi des fauteuils roulants? Il nous faut des fauteuils roulants. Des béquilles? Des béquilles. Bon, les béquilles, c'est un peu trop. Mais il nous faut vraiment des pâtes à modeler, les coris pour aider les enfants à écrire et à apprendre à lire. Parce que ces enfants, au niveau sensoriel, il faut travailler surtout sur leur capacité intellectuelle pour certains. Parce qu'il y a certains qui ont des retards. Ils marchent bien, mais c'est au niveau de la tête que ça se passe. Donc il faut pouvoir avoir toutes ces choses-là pour que l'enfant puisse, ses sens puissent être éveillés en fait. Merci.